Dauphine. Est-ce que les talibans peuvent faire quelque chose? David! David! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bravo. Après cette merveilleuse intro, et merci beaucoup à l'équipe de Tom Girl de Dauphine, on peut quand même applaudir. Nous allons passer au match Dauphine et Sec sur le sujet Obama a-t-il cassé la baraque? Donc Adrien pour Dauphine pour le oui et Victor pour les Secs pour le non. Très honorables membres du jury, chers amis, je vous souhaite une agréable soirée. Très agréable, car ce ne sera probablement pas mon cas. Je me suis trouvé bien malheureux de tomber sur le sujet « Obama a-t-il cassé la baraque ?» Malheureux, en fait, d'avoir été désigné pour incarner la défense, l'affirmative. Car voyez-vous, je me découvre, je suis un très grand admirateur du politicien américain. Plus, je suis un véritable fan. Pour moi, Obama, c'est une force irrésistible, une douce bête noire, au sourire paisible, réconfortant. Mais ne vous laissez pas y prendre, doté d'une classe virile sans pareil. Il est au plus fort de sa forme, au sommet de son intensité lorsqu'il se tient droit, dressé tel un manche à balai, avec juste devant sa bouche entrouverte un long micro noir. Vous l'aurez compris, Obama possède la puissance et la liberté totale de pleinement casser ma baraque. Je disais donc que j'étais bien en mal ce soir, car je me vois défendre ici et maintenant la presque divinité du président américain, à laquelle je crois fermement. Et c'est bien là le problème. Ce qui me contrarie, c'est que ce soir, je vais devoir être honnête. Honnête dans mon discours, car le sujet me force à dévoiler mes opinions franches. Or, dans notre France post-mai 68, l'humeur est à la critique. La franchise trop honnête de l'opinion est aujourd'hui ringarde. Mieux vaut être de l'autre côté et arborer éternellement un air d'ennui distingué. Il n'y a rien de plus ennuyeux que l'honnêteté. Tant pis, je suis là quand même. Et quitte à être ridicule, je tenterai simplement de garder votre attention pendant encore 6 minutes. Il y a une personne, j'en profite, il y a une personne dans mon entourage qui a été absolument essentielle à ma personne, qui m'a forgé depuis ma plus tendre enfance, que j'admire encore plus que la figure d'Obama, et à laquelle je voudrais rendre hommage ici et maintenant. Cette personne, mesdames et messieurs, c'est ma grand-mère. Puisse l'esprit de la terre veiller sur son corps et celui du ciel sur son âme. Ma grand-mère était une de ces Chinoises ayant échappé à la révolution culturelle et étant restée traditionnelle, avait conservé toutes les bonnes mœurs et les ambitions de cette élite exilée. Son ambition pour le garçon de ma famille, c'était que je devienne fonctionnaire. Fonctionnaire, car en Chine pré-républicaine, il n'y avait aucune fonction plus prestigieuse que celle du haut fonctionnaire. Et bien sûr, je me souviens encore, elle me disait que si je ne voulais pas finir comme mon oncle à vendre des nems, il fallait que je devienne fonctionnaire. Nem ou fonctionnaire, à toi de voir. Assez étrangement, parmi tous les arguments qu'il a pu me sortir, un seul en particulier est resté gravé dans ma mémoire. C'était l'idée que j'étais redevable. Que j'étais redevable non seulement à ma famille, mais aussi à mes ancêtres et à l'État et à la société française dans son ensemble. Elle m'avait dit que j'avais la chance d'être d'une bonne famille. Que j'avais la chance. Et donc, quelque part, je n'avais aucun mérite.
les vrais méritants, ceux qui viennent des familles les plus humbles ou ceux qui ont galéré dans les prépas. Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qu'ils ont vraiment mérité, après tant d'efforts, ce qu'ils veulent, c'est de tirer le fruit de leur travail, de voir leurs conditions personnelles s'améliorer. Et il faut le dire, ils ont bien raison, ils ont leur mérite. Je n'ai aucun mérite, or je suis redevable. Comment alors repayer ma dette? Devrait, dit-elle, dans le sens de l'intérêt général, et de devenir fonctionnaire. Je m'en rends bien compte, cette vision est quelque part très orgueilleuse, peut-être agaçante, infiniment naïve, sans aucun doute. C'est pourquoi d'habitude je me garde de la partager. Si je prends le risque et le temps de vous décrire cette vision qui est d'une part si contestable et d'autre part obsolète maintenant, périmée, c'est dans l'espoir que je réussirai à vous communiquer une frustration persistante qui y trouve son origine. En espérant qu'entre-temps, je n'ai pas attiré les foudres de notre noble jury. Je suis frustré, mesdames et messieurs, car impuissant. Je me suis plus à m'imaginer comme le laboureur, avec la nonchalance des lundis matins au visage, et faire ce qu'il devait être fait pour le bien suprême. Mais très tôt, je me suis trouvé confronté au pragmatisme, au scepticisme et au pessimisme français. Lors d'une discussion mémorable que j'ai eue avec un camarade lorsque nous étions encore prépubères, je lui ai parlé de cet aspect de mon personnage et il m'a dit, certes, un peu moins joliment, l'enfant qui dit « je veux construire un monde meilleur et mignon », l'adulte qui se prononce ainsi est ridicule. Il est chiant ce gamin, mais c'est parce qu'il n'a pas tort. Son postulat est raisonnable, pire, il est pertinent. Et effectivement, au sujet de mon ambition d'œuvrer pour l'intérêt général, j'ai douté. Et je doute encore. Il n'y a rien au monde dont je ne doute plus que ma capacité d'œuvrer pour cet intérêt général. Car je suis incapable de statuer sur le bien et sur le mal. Je ne peux être sûr des répercussions de mes actions, aussi vertueuses puissent-elles être en intention. Nous faisons tous école de commerce. Tant mieux. Tant mieux. Nous avons des références communes. C'est Adam Smith et sa main invisible, disant que l'individu contribuera bien plus à l'intérêt général, à son insu, en agissant dans le sens de son propre intérêt économique, que s'il dédiait corps et âme au service à un intérêt général sans forme, sans essence, sans définition. Donc vas-y, qu'est-ce que t'attends? Y a pas de problème, fais finance et deviens trader. On finit par croire qu'il n'existe en ce monde une telle chose que l'intérêt général, que c'est une notion qui ne trompe plus que les naïfs, que la politique n'est qu'une confrontation d'intérêts et donc que la décision politique n'est que concession de part et d'autre pour la recherche d'un compromis dans l'espoir qu'au final, faute de mieux, le moins pire des justes milieux soit trouvé. Le moins pire, disent-ils, pour chacun et donc pour tous. C'est là que, pour la deuxième fois dans une année, Obama, en octobre 2009, traverse le ciel du globe. Je vais parler. Mademoiselles et messieurs du jury, mes chers concitoyens, Sképiens, Séquiens et Dauphins, amis du débat fécond, bonsoir. Le temps était pluvieux, le 4 novembre 2008. J'étais chez moi, affalé sur le canapé. C'était un mardi matin, si je me souviens bien. Vacances de la Toussaint, probablement. J'étais en première, souvenons-nous-en. Donc, j'avais beaucoup mieux à faire que d'attendre l'élection de Barack Hussein Obama. J'avais beaucoup mieux à faire que de zoner sur mon canapé à écouter de vieux combattants des droits civiques parler du petit jeune qui avait résolu le problème racial aux USA. Nous sommes en 2013, mes amis. Cette question est-elle encore d'actualité? N'a-t-on pas de nouvelles, de meilleures raisons de s'enthousiasmer? Ne serait-ce que l'élection de François Hollande. Le 3e mandat d'Angela Merkel. La réélection de Barack Obama. Ah, déjà, on était beaucoup moins excités en 2012. Paradoxalement, il semblerait que les dernières personnes à s'enflammer pour Barack Obama soient ces excités du Tea Party.
Il semblerait finalement que les seuls domaines où Obama ait réellement cassé la baraque soient d'une part l'adulation frénétique et la détestation incontrôlée. Et, avouons-le, d'une part comme de l'autre, il ne l'a pas mérité. Que lui reproche-t-on, mesdames et messieurs les jurés? Seulement d'avoir détruit l'Amérique, ses racines et ses traditions. En quelque sorte, la maison USA and Company. Arrêtons là le délire. Obama n'a pas cassé la baraque. Il n'a pas infligé de catastrophe à son pays. À l'inverse, il n'a pas pour l'instant tutoyé les sommets de la grandeur historique. Obama restera probablement dans l'histoire comme un président en demi-teinte. Sans mauvais jeu de mots. Alors commençons par avouer quelque chose, puisque après tout nous sommes plus ou moins au tribunal. Comment ne pas comprendre ces pauvres républicains? Il est énervant, Obama. Il est trop cool. Sans trop se forcer, homme politique le plus cool de l'histoire. Obama qui joue au basket, Obama qui fait des checks avec les soldats, Obama qui se fend la poire et Armstrong, on voit toutes tes dents. Tout cela est mythique. C'est vrai, du coup, qu'il a un peu dynamité l'image de la Maison Blanche, que c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est pas du temps de Kennedy qu'on aurait vu ça. Quoique... Bon, c'est pas du temps de Clinton que... Ouais, non, mauvais exemple. C'est pas du temps de Reagan alors qu'un président... Ouais. Bon, d'accord, il n'est pas le premier président cool de l'histoire. Mais s'il n'a pas démoli la Maison Blanche, malgré son côté alien en goguette sur notre planète, Obama n'en a pas moins, mes chers concitoyens. Saper ces piliers de la démocratie que sont la Maison des représentants et le Sénat. Quel horrible dictateur! Pas comme Nixon, qui était un vrai démocrate. Obama n'est qu'un fasciste de merde. Mais calmons-nous. Obama n'a pas tout détruit. Guantanamo, par exemple. À la Maison des représentants, Obama a avancé précautionneusement, construisant sa législation pas à pas, marchant sur des œufs et évitant comme la peste les gros sabots des républicains qui ont pourtant déboulé, c'est les républicains, hein, comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et si quelque chose a bien ébranlé la démocratie américaine, ce n'est pas Obama. Ce sont les ruades de l'âne démocrate contre le plafond budgétaire sur lequel pesaient les grosses pattes des républicains. Il faut bien avouer qu'Obama a un peu coulé ces derniers temps, comme l'éléphant d'Afrique traversant le fleuve... comme le montre la dernière une de The Economist, qu'on aime bien citer en école de commerce, entre deux chansons salaces. L'homme qui marchait sur l'eau. L'homme qui marchait jadis sur l'eau est devenu un affreux requin, mentant aux Américains et espionnant ses alliés. Mais est-ce que le lancement désastreux de l'Obamacare, qui est pour The Economist la principale raison de blâmer Obama maintenant, a vraiment révélé le belzébuth communiste que nous savons est tapis en lui? Mais Obama n'a pas cassé la baraque. Il a juste craché quelques serveurs et espionné un peu le portable de ses amis. Mais mesdames et messieurs et chers concitoyens, le moindre membre d'Anonymous aurait fait mieux. Obama n'a pas cassé la baraque parce qu'il n'a pas voulu. Parce que sa plus grande peur depuis son élection est d'apparaître comme un radical. Et c'est finalement ce qu'on lui reproche le plus. C'est d'avoir voulu effacer le Barack de son nom et d'avoir cassé sa baraka formidable de 2008. Aujourd'hui, dans le monde de la technique, tel qu'il est décrit par Heidegger, et là je suis sérieux, nul politique ne semble plus capable de faire tourner les gonds de la porte de l'histoire qui, devenue une porte tournante automatique, est actionnée désormais par l'économie et la loi du mouvement perpétuel. Obama, pas vraiment Christ, pas vraiment grand Satan, et surtout un berger qui s'efforce de mener l'Amérique à travers une crise dont on espère qu'elle sortira ou saine et sauve. Merci, and God bless the United States of America. Adrien, est-ce que tu souhaites prendre une grosse réponse? Non. Est-ce que tu veux te répondre à toi-même? C'est ça. Bien. Alors au moins je suis content, j'avais demandé avant d'arriver, puisque j'étais en retard comme vous avez tous pu constater, et c'est à cause de moi si on a 10 minutes de retard, j'avais envoyé un texto à Charles Laroche en lui demandant
y a-t-il de la zouze ce soir? On m'a répondu, coup-ci, coup-ça. Parce que visiblement, la zouze était cachée. Alors, ici à l'ESCP, on cache sa zouze, c'est quand même assez triste, parce qu'on affiche ses candidats, et ça, c'est encore plus triste. Mais pourquoi pas? Alors, faut avouer qu'on était un petit peu perdus, on s'est demandé ce qui se passait, parce qu'il y a un candidat qui rentre, qui fait « Ouais, est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» Ok, super. Et le candidat s'assied, c'en est un autre qui se lève, on n'a absolument rien compris. Alors visiblement vous êtes tous les deux Dauphine, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, on s'est concerté en fait parce qu'on ne vous écoutait pas, hein, donc comme ça c'était pratique. Et apparemment c'est pour ça. Bon, une fois qu'on a réussi à comprendre, on a pu se mettre à vous écouter, et notamment toi Adrien, et moi j'aime beaucoup ton phrasé et ta manière de placer des accents sur des parties de phrases qui n'en valent pas la peine finalement, et de nous dire au sommet de son intensité, avec une liaison qui sort de nulle part, qui est absolument géniale, une intensité qui est encore plus belle que l'autre liaison un peu plus tard, ceux qui ont galéré, qui n'est même pas une liaison d'ailleurs finalement, qui est juste une invention pure et simple, et tu as un bel élan de lucidité, semi-élan de lucidité quand tu nous dis qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que l'honnêteté, c'est pas totalement faux, mais alors là on voit quand même que tu ne prêtes pas attention à ce qui se passe avant toi, parce qu'il y a quand même eu un discours de François qui était mais 100 fois plus chiant que l'honnêteté elle-même. On pourrait personnifier l'honnêteté pourrait parler pendant 5 jours, ça resterait beaucoup moins chiant que 7 minutes de François. Donc il y a quand même quelques petites erreurs, et ce qui est très drôle c'est que finalement tu as fait rire la salle sur des moments absolument rien de drôle. Et là, tout le monde éclate de rire quand tu nous parles de la mort de ta grand-mère. C'est scandaleux, vous êtes tous des ordures. Vous êtes tous des gros salauds. Alors moi aussi, j'aimerais avoir quand même mon acclamation. J'aimerais aussi avoir un petit cri des pom-pom girls de Dauphine quand je vous parle de la mort de mon chat. La mort de mon chat, quand même, c'est très triste, s'il vous plaît, mesdames. La mort de mon chat, allez, allez, la mort de mon chat. La mort de mon chat. Voilà, merci. La mort de mon chat, visiblement, ça soulève aussi les foules. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que tu as un peu le syndrome Rufus. Alors Rufus, c'est un candidat ESCP qui passe son temps à nous faire rire en balançant des clichés. Alors, bon, lui c'est un candidat africain, mais il balance des clichés sur l'Afrique. Et toi en fait du coup tu nous as fait rire sur 2 moments. Alors le premier qui n'avait rien de drôle quand tu nous dis que l'esprit de la Terre veille sur elle, ça fait éclater la tout le monde parce que c'est hyper drôle, c'est super cliché. Alors que pas du tout. Et ensuite, vendre des nems, et ça forcément, voilà, bon, voilà, faut-il en dire plus? Voilà ce qui fait rire le SCP, l'élite de demain, etc. D'ailleurs, l'élite de Pôle emploi de demain, en tout cas, elle a beaucoup de blagues. Et donc tu as le syndrome de Rufus, parce qu'en plus tu nous parles un peu de ton enfance, pas au bled, mais presque. Et tu as le syndrome François du discours chiant. Du coup, j'ai envie de te dire, fais attention parce que en quelques heures à l'ESCP, tu te chopes quand même 2 belles saloperies et il faut mettre un masque, faut faire un truc, ou alors t'en aller très vite parce que sinon tu vas finir comme Thomas Hertz et ça c'est vraiment dramatique parce que tu vas devenir aussi éloquent que ce monsieur. Donc puis dès que tu en auras l'occasion, dès qu'on aura terminé de parler, barre-toi, tu t'éviteras de belles déconvenues. Et à ce chose aussi, il faut quand même que je termine sur ce 1 minute avec le regard totalement paniqué, c'était exceptionnel. 1 minute avec un regard. 1 minute à peu près toutes les partenaires sexuels d'Alexis Fournol. J'y étais. Bien. Tu sais qu'il y a des pilules maintenant qui existent. Victor, tu ne trompes personne quand tu nous dis qu'en première, tu avais mieux à faire que regarder l'élection d'Obama. Tu ne trompes personne parce que, avec cette petite tête de puceau, finalement, on n'arrive pas à s'imaginer la tête que tu pourrais avoir en première. C'est impossible de faire encore plus tête de puceau que ça. Ah d'accord, bon bah donc tu n'as pas changé et donc clairement tu n'avais rien de mieux à faire en première que regarder l'élection d'Obama.
Victor, tu bouges beaucoup trop. Tu bouges beaucoup trop. Tu parles beaucoup trop aussi, ça c'est un autre problème. Tu nous cites du Nougaro. Alors bon, ça change de ton collègue de la même école que toi qui nous cite du cynique. Hein. Tu es donc l'étudiant visiblement de l'ESSEC qui a déjà lu un livre. Ils nous ont envoyé deux, ils nous ont envoyé un échantillon, on vous en envoie un sympa et un qui a lu un livre. Voilà. Tranchez, après vous démerdez, hein, c'est pas notre problème. Mais on vous envoie comme ça, c'est un petit panel quoi, comme ça vous pouvez en commander un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Non merci, ça ira. Si, je vous assure, essayez quand même les deux. Non, mais c'est bon, on a ce qu'il faut. Non, oui, si, envoyez quand même. Bon, c'était un petit peu chiant, hein, on va pas se mentir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu nous fais, toi aussi visiblement, vous êtes concerté sur les blagues, tu nous fais aussi un bid absolument fantastique avec Barak et sa baraka. Et derrière, tu nous balances un gros Heidegger dans la face en nous lâchant. Et là, je suis sérieux. Ah ouais, d'accord, parce que la petite blague, c'était pas du sérieux, c'était son climax comique. Et derrière, il nous achève avec Heidegger, c'était hilarant. C'était à peu près aussi hilarant qu'un président en demi-teinte, sans mauvais jeu de mots. Si. Clairement, j'ai fait le process dans ma tête, il y avait un mauvais jeu de mots. Je suis à peu près sûr, on s'est regardé, il y en avait, ouais, si. On est arrivé tous unanimement à conclure qu'il y avait là comme ailleurs, hein, bon c'est un exemple, là comme ailleurs, il y avait clairement un mauvais jeu de mots. Mais tu as au moins une qualité, c'est que tu cites le grand détournement, et ça forcément, ça plaît beaucoup de membres du jury, notamment à Charles Laroche qui pourra te le citer absolument par cœur d'un bout à l'autre, qui probablement a prévu de ne faire que du grand détournement, comme dans 90% de ses délibérés, mais là encore plus, parce qu'il a une justification. Donc merci, parce qu'au moins, j'espère qu'on aura droit à du Charles Laroche sur le grand détournement. Honorable Assemblée, oui, je l'ai dit, je rends hommage ce soir à Benjamin Porcher en disant que c'est celui qui est. Alors oui, moi j'accepte de faire comme Rufus, le Rufus jaune. Mais il n'a pas le même sourire. Alors évidemment, ce soir, honorable Assemblée, je vais te montrer la voie. La voie vers le grand serpent noir. J'aime les serpents noirs. Ces petits nains qui se battent en duel de l'autre côté de l'Atlantique. Arroche n'est pas d'accord avec mon accent. C'est normal! C'est normal! Car je fais le chinois fasciste! Je fais l'accent de Kim Jong-il qui fait une déclaration d'amour à Barack Obama. Ah, combien de temps? 1 minute. Alors, Barack, j'ai 1 minute pour te dire mon amour. Tu es beau, tu es grand, tu es américain. Je suis petit, jaune et chinois. Alors, évidemment, j'ai plus grand chose à dire maintenant. Mais, comme l'a écrit l'honorable Charles Laroche sur son papier, et il a tort, je vais vous démontrer pourquoi. Notre ami, venu de ton pays, n'est pas le lotus bleu. Car pute. Honorable Laroche, un peu de retenue. Car, je le disais, et je continue mon discours, le fiefé crypto-communiste, qui se trouve à ma droite, ne me détournera pas de la voie sacrée de la blague pourrie. Comme je le disais, le très honorable Adrien n'a pas produit un discours de qualité. Ce n'est donc pas un discours Lotus bleu, mais de la gamme bleue de chez Lotus. Victor, c'est un jour difficile, c'est un jour de stress. Tu es chez toi. On est en mai 2017. C'est pas évident. T'es sur ton canapé. Tu manges une banane à la minute, quoi. T'es vraiment perclus de stress, Victor. Tu
sais, Hollande, il a été méchant pendant 5 ans. Il a mis sa patte sur l'Assemblée. Il a été vilain, il nous a fait descendre dans la rue. Alors ouais, aujourd'hui t'es fier. T'as ton t-shirt de la même couleur que les pom-pom girls. Il est rose. Parce qu'il est connu de tous et il est pour tous. Et tu vois, dans un moment comme ça, t'es en plus à la fois frigide et un peu barjot. Alors, tu remontes tes lunettes et tu pousses ton petit poing. Où est Philippe? Philippe de Villiers est élu. Enfin la France. Un rêve né, messieurs dames. Des pluies du fou partout. Comme Barak, le problème racial enfin résolu. Et surtout, l'amour entre frères et sœurs enfin constitutionnel. La coolitude incarnée, le col du polo relevé. Tu sais, après ce petit pull noué autour du cou à la boule, je te déplace. Tu es beau, tu es fier, tu es français, tu es Victor. Et là je te dis, mon ami, réveille-toi. Réveille-toi et apprends un peu. Et comme avec Benjamin, c'est toujours la première minute qui compte, car c'est la seule. Alors avant de commencer, moi j'aimerais quand même saluer les rédacteurs du sujet. Obama a-t-il cassé la baraque? C'est Lysias Saint-Étienne. Ah bah oui, N'essaye non, pas mais- de nous Quand détruire même, sur Lysias quand même. Saint-Étienne. Dans Lysias Saint-Étienne, il y a Saint-Étienne quand même. Aussi Lysias, mais bon, ça c'est un autre Il y a problème. des seins. Alors vous savez tous que les fêtes de fin d'année viennent partout. Des boobs, des boobs. Vous savez tous que les fêtes de fin d'année arrivent et c'est le moment justement de faire des bonnes actions. Alors la dernière fois j'avais appelé au don pour un téléthon pour Thomas, avec le succès qu'on sait puisque c'était une cagnotte négative. Cette fois je vous invite quand même à donner pour les rédacteurs du sujet car bien que Thomas essaye de nous dire que c'est Lysias Saint-Étienne, d'ailleurs y a-t-il seulement un Lysias à Saint-Étienne, y a-t-il seulement quelque chose à Saint-Étienne? Ça, hein, on n'en sait rien. Je vous invite aussi à donner, donc, pour Thomas, qui finalement est le rédacteur de ce sujet, même s'il se cache, hein, ça lui permettra peut-être de s'acheter des fringues qui lui appartiennent, ça fera du bien à tout le monde. Alors, Adrien, comme c'est agréable d'avoir un candidat poli. Tu es la Nadine de Rothschild des concours, Adrien. Tu as commencé par saluer les honorables membres du jury. Alors, je te conseille quand même de passer un samedi soir chez Alexis Fournol vers 23h pour te persuader quand même du contraire sur ce qualificatif d'honorable dont tu nous as affublé, mais bon, ça on en reparlera plus tard dans la soirée. Tu nous as émus, Adrien, en nous parlant de ta grand-mère défunte. C'est le moment qu'a choisi Thomas, cet abominable personnage, pour applaudir comme ça en faisant elle est morte, lol. Transformé en M. Voilà. Mais on n'attend plus rien de toute façon de cet être infect depuis longtemps. Et tu nous as quand même dit que tu souhaitais nous communiquer ta frustration. Alors, moi, je trouve ça très très sympa parce que pourtant on avait quand même bien commencé, hein, on était sur des bonnes bases avec cette entrée digne d'un spectacle du Cirque du Soleil, quelque part. Un cirque où il n'y aurait que des clowns, certes, mais un cirque quand même. Et surtout, un moment m'a particulièrement émue et j'ai vu que je n'avais pas été la seule membre du jury à être touchée par ce moment. C'est le 1 minute. Alors, Benjamin a vraisemblablement des révélations à nous faire sur la vie sexuelle d'Alexis Fournol et je les attends volontiers, hein, je ne suis pas un potin prêt. Moi, j'ai repensé quand même à cette anecdote racontée par une des ex de Thomas, encore lui. Conversation où moi aussi je m'étais écriée avec un certain étonnement, finalement. 1 minute. Et ça fait toujours du bien de se rappeler les bons moments qui font rire, hein. Ils sont trop rares. Alors merci Adrien. Victor, il est où Victor? Il est là.
Ah bah oui, le Joker de l'ESSEC, hein, l'homme de l'ombre de Sergi, quelque part, le remplaçant de Benjamin. Hein, vous avez tous les deux cet air vif dans le regard. On sent qu'il y a eu 1h30 de RER quand même hein, derrière tout ça. Alors moi, j'aime avoir Benjamin et Victor comme les deux faces d'une même pièce un peu. Hein. Une pièce de 2 centimes, mais une pièce quand même. Alors, vous voyez comme ils sont complémentaires quand même, c'est absolument confondant. L'un a des Converse jaune canari, je ne savais même pas que ça existait. L'autre a ses petites chaussures toutes bien cirées, là, toutes impeccables. Il y en a un qui porte la veste, l'autre ce qui semble être un pull. On n'est pas vraiment sûr. Il y a lunettes rondes contre Ray-Ban, enfin l'un c'est le physique et l'autre le cerveau. Alors, je ne vous dirai pas lequel, parce que je ne le sais pas vraiment moi-même, mais bon, ça peut faire une des bonnes devinettes, hein, pour gagner peut-être un séjour chez ma babali. J'aurais essayé, donc. Alors il y avait quand même de la grosse référence hein, ce soir, hein, Heidegger, The Economist, que des trucs chiants, finalement, hein, au milieu d'autres trucs chiants, comme un samedi soir chez Thomas. Comment on s'y retrouve? Alors vous allez finir par croire que j'ai quelque chose contre ce pauvre garçon. Ce qui est faux, hein, bien évidemment, je l'aime bien ce pauvre type, hein, il faut bien que quelqu'un s'y colle quand même. Et donc chiant comme un samedi soir chez Thomas, nous y revenons. Et donc c'est pour ça qu'il dépasse quasiment tous chez Alexis Fournol. C'est cet antre du vice et du péché qui est la tanière d'Alexis Fournol. Et je vous invite, vous aussi, ce soir, à passer la fin de soirée chez Alexis Fournol, il a l'air ravi. Parce qu'il va quand même nous falloir bien des litres d'alcool pour oublier ce qu'on a entendu ce soir. Adrien! C'est vrai que plus je vous écoutais, et plus je me disais, j'aurais dû plus me foutre de la gueule de Benjamin. Parce que... De Benjamin, non, de Benjamin, quand même. Enfin, donc en fait, plus je vous écoutais, plus je me disais, je n'ai pas suffisamment mis sur la gueule de Benjamin. Parce qu'il y avait tellement de blagues à faire en somme, quand même. Il y a le physique, il y a le vêtement, il y a quand même le pull, il y a la coupe de cheveux. Et tout ça, j'ai oublié de le faire. Et je me sens un peu comme Oscar Schindler à la fin du film en disant j'aurais tellement plus lui défoncer la gueule. Ce que je n'ai pas fait, malheureusement. Et il y a quand même quelque chose que j'ai envie de vous dire du fond de mon cœur, avec toute la force dont je suis capable. Mais pourquoi c'est Pom-Pom Girl pour faire une avancée comme ça? C'est-à-dire, ce que vous imaginez, Pom-Pom Girl pour les réunions du Front National. Enfin, je sais pas, hey, Marvin Pom-Pom Girl nazi. Enfin, on est désolé, on s'excuse. Pourquoi Alexis Fournol nous a affublé d'un accent chinois? Un accent chinois. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour lui, il dit « Je suis le Kim Jong-il chinois ». Donc pour lui, l'Asie, c'est un espèce de grand pays. Évidemment. La géographie pour les nuls, là, c'est on a nous, les bougnoules en bas, les jaunes, les PD, enfin voilà, c'est la géographie pour les nuls. Et puis pourquoi ce sujet? Parce que le 4 novembre 2008, Barack Obama est élu président démocrate des États-Unis. Et 5 ans plus tard, quand même 5 ans plus tard, le SCP décide de nous imposer ce sujet, un sujet auquel même Bachar el-Assad refuserait de le balancer sur son peuple, tellement c'est de la merde. Alors Adrien, campagne. Alors campagne, ce qui est quand même extraordinaire, c'est quand tu as parlé de l'esprit de ta grand-mère, qui est resté au bled, comme dirait Benjamin, avec ses connaissances géographiques aléatoires, la seule personne qui a rigolé, c'est le noir de l'Assemblée. Alors cette espèce d'alliance tiers-mondiste, parce que les Blancs n'ont absolument pas ri, mais j'ai trouvé ça, une communion, c'est l'international à 2 pas de chez nous. Alors, c'est vrai qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se réunit très sérieusement, Benjamin, Isabelle, Alexis et moi, pour savoir quel type de blague on a le droit de faire. Alors, on a un bouc sur les Juifs, un bouc sur les Noirs, on n'a jamais réfléchi à ce peuple qui compose un cinquième de l'humanité. Et bah, franchement, peut-on rire des Chinois? En tout cas, eux nous font bien rire quand même, ce qui veut dire qu'ils sont très drôles quand même. Et ça m'inspire qu'une seule réflexion que je me permettrai aujourd'hui, c'est que quand on met un blanc et un jaune dans un œuf et qu'on les bat, et bah c'est le jaune qui gagne. Victor. Oui, alors oui, parce que lui, Alexis a noté que j'avais écrit Lotus bleu sur mon truc, mais lui m'a dit, alors moi je vais lui faire la blague des inconnus, toi tu t'appelles Adrien avec tes yeux bridés et ta face de citron. Il disait encore là, on peut pas se le permettre. En
on aurait bien ri. Bah justement, parce que Adrien, toi, t'as le mérite d'exister. Parce que, au moins, Victor. Parce que moi, quand t'es là, Alexis, arrête de nous faire chier avec son accent. Et c'est cette transition entre Bangou et Victor. qui a soulagé les tympans de toute une assemblée ici réunie. Mais tu pourrais aussi avoir le mérite de fermer ta gueule. Parce que franchement, ce que tu me dis est incohérent. Alors il nous dit, le 4 novembre 2008, j'étais devant ma télé en train d'attendre les résultats de l'élection. Un mardi, enfin non. Tu sais très bien que les élections américaines ont lieu le premier mardi, qui suit le premier lundi de novembre des années bissextiles. Donc tu ne pouvais pas avoir les résultats le mardi, puisque les résultats arrivaient le mercredi, décalage horaire oblige. Donc si tu passais un peu moins de temps sur YouPorn et un peu plus à bosser, je pense que tu pourras avoir des trucs qui se tiennent un peu plus. Parce que franchement, il y a quand même une attitude qui est quand même assez désagréable. C'est qu'il ne suffit pas de dire que c'est sans mauvais jeu de mots pour que le jeu de mots en cause soit bon. C'est intolérable. Enfin, c'est comme précéder sa blague de « c'est digne de Laurent Wauquiez ». Ça ne suffit pas à en faire une blague drôle. Alors quand même... je tiens à dire quand même qu'il utilise des termes que même Renaud a renoncé à utiliser dans ses chansons dès 1970, comme « je vais aller dans une goguette ». Alors, franchement, moi quand j'entends des termes comme ça, j'ai envie de dire comme Renaud « casse-toi tu pues et marche à l'eau ».